à la maternité de l'hôpital Nord de Marseille. Il est 8 h du matin. Hop là, on va passer l'autre dame pendant ce temps-là. Hop. Allez, zou. Catherine, sage-femme, commence sa journée de travail. Voilà. Alors, vous allez replier les jambes. Voilà. Vous arrivez à lever le pantalon? Un peu mieux que ça? Sa première patiente, c'est Kaina, 20 ans. 1m60. Combien vous pesiez avant la grossesse? 70. Et maintenant? Elle vient tout juste de perdre les os. Et faute de place, Oups. Catherine l'examine dans le couloir. Ok. Alors, le col, il est ouvert à 1, pas jusqu'en haut. Juste 1 à l'entrée. Un confort et une intimité plus que limitée. Est-ce que vous voulez remettre la même culotte ou est-ce qu'on change? On change. On change? Allez. Pas le temps de s'éterniser avec sa patiente. C'est parfait. Allez, je vais reposer ça là-bas, je vous reviens. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à crier. D'autres urgences attendent Catherine. Ce matin, 3 femmes sont sur le point d'accoucher. Comme Kenza, 21 ans, c'est son premier enfant. Vous allez prendre plein de... Catherine accouche seule, la jeune maman. Reprenez de l'air. Voilà, super. Encore. C'est génial ce que vous faites. Encore. Allez, on y va. Après 25 minutes d'effort, Un petit peu plus fort que ça. la sage-femme Encore un peu. semble inquiète. Encore. Allez-y, encore. Le nourrisson Encore. est dans une mauvaise position. Encore. Ses épaules ne sortent pas, Soufflez. il est bloqué et risque de manquer d'oxygène. Allez-y, fort. Une autre sage-femme et puis Une interne et une autre sage-femme viennent immédiatement aider Catherine pour repositionner le bébé. Juste que je fasse un peu comme ça, regardez. on pousse pour l'épaule. Poussez un grand. Allez, on pousse. Poussez pour l'épaule. Voilà, superbe. Très bien. Il apparaît enfin. Félicitations. Mais le nouveau-né ne semble pas respirer. Hop là, juste on va lui lever le liquide qu'il a dans la gorge. Il a avalé du liquide amniotique. Il étouffe. Il respire pas. Il a normal. Calmez-vous. Non, c'est normal, c'est trop. Regarde, on a pas fait des petits bouts de comme ça, il y a un liquide qui est un petit peu épais. Ce qu'on fait, c'est qu'on les stimule pas de suite pour justement bien aspirer tout ce qu'il y a autour. Une pédiatre venue en renfort aspire le liquide et tente de réanimer le bébé. Oui, c'est bon. Alors, contente, soulagée. Kenza est rassurée. Son bébé est en bonne santé. J'ai peur de le casser. J'ai trop peur de le casser. Pour Catherine, ce n'est que le début de la journée. 6 autres mamans l'attendent aujourd'hui. Allez, on attend pas. Allez, on y va. Chaque jour en France, plus de 2000 femmes donnent naissance à leur enfant. C'est bien. Allez, continue. Allez, félicitations. L'un des moments les plus importants de leur vie. Mais dans les maternités, pour le personnel, il devient de plus en plus compliqué de s'occuper de ces jeunes mamans et leurs bébés dans les meilleures conditions. Eh oh, regardez-moi, ouvrez les yeux. Médecins, sages-femmes, aides-soignantes, tout le personnel médical souffre d'un manque de moyens. Elle ne peut plus monter en gynéco parce qu'il n'y a plus de place. Les services sont saturés. Les maternités doivent aujourd'hui travailler sous pression. On est submergé, saturé. Il faut dire que l'heure est à l'économie et la réduction des coûts. Les hôpitaux sont au bord de l'asphyxie. En 10 ans, leur dette a été multipliée par 3 et s'élève aujourd'hui à près de 30 milliards d'euros. Tous les secteurs doivent faire des efforts, avec des plans d'économie drastiques qui concernent notamment les maternités. Pendant 3 mois, nous avons enquêté dans plusieurs établissements. Nous avons suivi leur quotidien afin de comprendre comment les maternités fonctionnent de l'intérieur. Le personnel médical a-t-il encore les moyens de travailler sur le terrain? Comment arrivent-ils à exercer? Et quel est l'impact pour le confort des jeunes mamans et leurs bébés?
Vous allez le voir, la réduction des moyens dans les maternités n'est pas toujours sans conséquence sur la qualité des soins. Marseille, la deuxième ville de France. Ici, comme dans beaucoup de grandes agglomérations, la majorité des mamans donnent naissance dans de grandes maternités qui réalisent des milliers d'accouchements par an. Et en coulisses, au quotidien, donner la vie, c'est une bataille de tous les instants. L'hôpital Nord est l'un des établissements de santé les plus importants de la cité phocéenne. Ce sont près de 40 000 patients soignés chaque année. Un hôpital réputé pour ses services de traumatologie ou de cancérologie, mais aussi pour sa maternité. Un bâtiment entier lui est dédié. Et a priori, le service a tous les moyens pour bien travailler. Il est ultra équipé, dispose de 5 ampoules et de beaucoup de personnel. Bon, je vous la fais courte, hein. Elle a eu ses clamox, ses machins, il y avait sa pyrétique, elle a eu la péri à 1h30. Une soixantaine de sages-femmes se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et pourtant, en réalité, c'est loin d'être suffisant. Car ici, chaque année, 2800 femmes accouchent pour une capacité prévue au départ de 1600. Alors face à ce manque de place, les sages-femmes doivent jongler tous les jours. Allez, à tout à l'heure. Oups, pardon. Catherine, toujours à 100 à l'heure, revient voir Kaina pour finir son examen. Allez, je suis désolée, on va regarder le col. Cela fait maintenant près d'1 heure que la patiente attend dans le couloir. On est dans le couloir parce qu'en fait on occupe toutes les salles d'accouchement sont occupées. On a des dames qui arrivent, on a 3 dames dont une qui est en travail, qui va accoucher et qu'on ne sait pas où mettre. Et les 2 autres dames qui arrivent sont vues dans le couloir en consultation. Ce qui n'est pas très sympa pour elles. Je suis pas loin dans tous les cas. Car le problème, c'est que pour 8 naissances en moyenne chaque jour, il y a seulement 5 salles d'accouchement. Comment votre nom, madame? Résultat dans les couloirs, c'est l'embouteillage. Des femmes enceintes prêtes à accoucher, examinées dans des salles de consultation de fortune, au vu de tous. Ces scènes sont loin d'être exceptionnelles. C'est comme ça quasiment tous les jours à l'hôpital Nord. Un vrai casse-tête pour les sages-femmes. Une collègue de Catherine, Cynthia, tente désespérément de trouver une chambre pour l'une de ses patientes. Ouais, pour qu'elle soit au moins en chambre simple aux accouchés, quoi, parce qu'il n'y a plus de place nulle part, il n'y en a plus au grenier en gynéco, donc voilà. Donc du coup, je laisse son dossier là. La sage-femme va devoir batailler pendant 20 minutes parce que le pour truc, trouver c'est une que place. bon, là, en attendant, on va la mettre dans le couloir, mais il y a une dame des grues qui descend, qui a rompu à 33 semaines, donc il nous faut la salle, donc enfin, on peut plus, voilà, on en a partout, quoi. Ouais, ça marche super, merci beaucoup. Salut. Un lit vient de se libérer dans le service des grossesses à risque. Cynthia va enfin pouvoir se consacrer à ses autres patientes. C'est bon pour votre chambre, hein? On va vous faire monter. Ah oui, on va pas tarder. Ça y est, on a trouvé une place. On est fatigué. Eh oui, je comprends. Merci. De rien. Bon courage, au revoir. Voilà, et vous venez avec moi, on va se mettre là. Messieurs, dames. Une jeune femme vient d'arriver aux urgences. Elle est à moins de 8 mois de grossesse et a déjà de vives contractions. Il y a une patiente qui vient de l'hôpital de jour pour être hospitalisée, mais il n'y a plus de place en haut. Donc du coup, on va l'installer là. Dès que je peux, je viens vous voir. De toute façon, c'est pas pressé vu qu'il n'y a pas de monitoring à faire, d'accord? Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. On va éviter quand même. Cynthia ne peut lui proposer que le couloir. On va éviter que j'accouche maintenant quand même. Prise en charge des futures mamans, accouchement, des missions auxquelles viennent s'ajouter des problèmes logistiques de plus en plus chronophages. Pour les sages-femmes, la charge de travail est de plus en plus lourde, mais les effectifs, eux, n'augmentent pas. Sur 12 heures de garde, elles sont 4 pour gérer jusqu'à 10 naissances. Il faut le plus souvent parer au plus pressé. Et quand une situation grave se présente, elles n'ont parfois même plus la possibilité de consacrer un minimum de temps aux familles. Marion fait partie de l'équipe des sages-femmes. Elle vient d'être appelée d'urgence pour une grossesse à haut risque. T'appelles les PED? J'ai pas fait ces scènes, j'ai rien fait. Hein. Une femme enceinte de 7 mois est en danger. Son placenta
placenta se décolle, le bébé manque d'oxygène. La maman, elle, risque une hémorragie interne. Elle est opérée en urgence. Des minutes interminables pour le compagnon de la jeune femme. Elle est sauvée, mais l'équipe médicale n'a rien pu faire pour le bébé. Dans des moments douloureux comme celui-là, le rôle de la sage-femme devrait être d'accompagner le jeune couple. Mais de plus en plus souvent, Marion ne peut pas s'y consacrer. Il y a des jours où clairement on n'a pas le temps. Donc on zappe la partie sociale, on zappe la partie psychologie et on prend pas le temps qu'il faudrait avec ce genre de patiente. C'est pénible effectivement, mais bon, on fait avec. Hein. Encore! On lâche pas! Pas le temps de se poser. Une autre patiente de Marion, Gemini, est en train d'accoucher. C'est parfait ce que vous faites. Parfait ça. Encore. Allez, on reprend de suite. Allez, on lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Encore. Allez, ma belle. Attendez, laissez-moi juste là. Oui, monsieur, vous inquiétez pas. Ça y est, il est né. Ça y est, il est né. Il est sorti, il est devant moi là. Tu entends pas pleurer? Tu entends pleurer? Tu entends pleurer? Il vient de le voir. Il va de l'avoir. Oh là, je l'ai pas encore. Ah ouais, il arrive. Oui. Porte ta main. Allez, il sera mieux là. Ah, il est poilu. Ça va tomber, hein, ces poils. Hein. Ah, d'accord. Attendez. C'est normal. Attends, poussin. Après 12 heures de garde, c'est la fin de journée pour Marion. 2 accouchements, 5 consultations, une intervention d'urgence. C'est beaucoup. Et ça peut être parfois bien plus. Et ces heures sup, elle ne les compte plus, jusqu'à 18 par mois. Des heures rarement payées. Il n'y a plus de sous à l'hôpital à ce qui paraît, donc on fait 100. Et voilà. Travail gratos pour l'hôpital. On fait des heures sup? Oh oui, on fait des heures sup. Ah oui, bah oui, ça c'est une évidence. C'est même plus une question à poser, la mater. Le métier de sage-femme était pour elle une vocation. À 28 ans, avec un bac plus 5, Marion gagne aujourd'hui 1 400 € net par mois. On fait notre boulot comme on peut et des fois il y a beaucoup de monde à gérer et effectivement et le souci de manque de personnel, voilà, il joue, c'est sûr. Mais bon, on est des warriors, donc on essaye de pas se laisser déborder par la charge de travail. Mais, voilà. Quand on est jeune et dynamique comme moi, ça va encore. Quand on est vieille sage-femme, je pense qu'on en a marre, quoi, clairement. Les sages-femmes n'en peuvent plus et elles ont décidé de le faire savoir. Dans les couloirs de la maternité, elles ont accroché ces banderoles. Certaines portent même des brassards. Depuis plusieurs mois, les sages-femmes sont en grève. Un mouvement qui touche toute la France. Aux 4 coins du pays, elles sont des milliers à manifester pour obtenir de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire. À ce jour, les sages-femmes n'ont toujours pas obtenu satisfaction. Et si elles ont du mal à faire entendre leur message, c'est parce que même pendant la grève, elles doivent continuer à travailler. Leur statut de personnel médical les oblige à assurer la continuité des soins. Alors chaque jour, Penny, leur chef, vient s'assurer que les effectifs prévus ce jour ont répondu à l'appel. Alors, est-ce que j'ai des sages-femmes pour distribuer les réquisitions? Regardez, alors qui j'ai aujourd'hui? CB. Elle doit faire signer à toutes les grévistes ce document du directeur de l'établissement. Conformément au planning du service, vous voudrez bien vous présenter le mardi 29 avril, 2 jours. Il s'agit pour vous d'une obligation statutaire. C'est une mise en demeure de travailler. Ils sont réquisitionnés, ils font le travail strictement normalement. C'est une obligation. C'est bien pour ça que les mouvements de sages-femmes sont si peu porteurs. On est ridicule. On est ridicule. On bloque 2 heures vaguement 3 voitures sur le Prado Carénage. On bloque pas toute la ville, nous.
Rémi, elle reprend le 30. Penny est ce que l'on appelle une cadre sage-femme. À l'hôpital Nord de Marseille, elles sont 7. Dans leur mission, il y a notamment la gestion des plannings et des stocks de médicaments. Et faute de temps et de personnel, elles aussi sont amenées à gérer des questions purement logistiques, bien éloignées du médical. Ce matin, c'est un problème de plateau repas qui lui prend beaucoup de temps. Je resterai polie, mais on se moque de nous, quand même. Là, il y a un ras-le-bol. On est submergé, saturé. Ce matin, j'ai pas de beurre pour mes patientes. C'est normal, qu'est-ce que je fais là? Les cloches de Pâques cette nuit, elles m'ont pas amené de beurre pour mes patientes. Donc j'ai écrit hier soir à 18h30. Ce matin, à 7h30, j'aurais écrit pour dire que j'ai toujours pas de beurre. Et ma préoccupation du jour capitale à 7h, c'est où est le beurre? Il y a encore un an, c'est le personnel de cuisine qui effectuait ce type de tâches. Seulement voilà, il y a eu des suppressions de postes. Alors dorénavant, les cadres sages-femmes doivent aussi s'en occuper. Le personnel, c'est le plus gros poste de dépense des établissements de santé. Près de 70% de leur budget. C'est donc là que se fait une bonne partie des économies. En 6 ans, dans les hôpitaux français, 50 000 postes ont été supprimés. Certains parlent même d'une véritable saignée. Et personne n'est à l'abri. Penny et ses collègues cadres seraient elles-mêmes menacées. C'est à nous maintenant que la circulaire est passée, de prouver que dans les maternités, on sert à quelque chose. Si Penny est en colère, c'est à cause d'une nouvelle mesure qui vient de tomber. Jusqu'à maintenant, comme l'indique cette ancienne circulaire, les sages-femmes étaient placées sous l'autorité du chef d'établissement. Mais il était bien spécifié que leur activité devait être coordonnée au quotidien par leur supérieur direct, les cadres sages-femmes. Mais dans la nouvelle circulaire qui vient d'arriver, la mention concernant le directeur d'établissement est toujours d'actualité. Mais le paragraphe qui parlait du rôle des cadres sages-femmes a totalement disparu. En clair, le poste de cadre sage-femme est supprimé. Maintenant, c'est à moi de me défendre, à moi de défendre mon poste. Oui, mais je crois que là, la messe est dite. Quand ces 7 cadres partiront à la retraite, comme Penny dans 5 ans ou Anne dans 6 ans, elles ne seront pas remplacées. Pour la maternité, c'est une économie qui s'élèverait, selon nos estimations, à environ 250 000 € par an. Aujourd'hui, réduire les coûts, c'est devenu une priorité pour les hôpitaux. Et dans les maternités, cela a un impact très concret sur le confort des mamans. Hop, allez. Et notamment pour Kenza. Elle se remet tout juste de son accouchement difficile. Souvenez-vous, bon. son petit garçon avait du mal à respirer à la naissance. De quoi? C'est quoi tu veux? Youps, allez, vous allez faire le verre de terre vers à côté. C'était il y a à peine 20 minutes. Hop. Mais la jeune verre de maman terre. doit vite laisser sa place dans la salle d'accouchement. Hop. On change la dame de salle parce que du coup on essaye de libérer la salle d'accouchement pour l'autre dame. Allez-y. Mais si, vous allez voir, on va vous aider. Hop là. La sage-femme ne peut pas laisser la jeune maman se remettre de ses émotions plus Je vais longtemps. demander au monsieur qui vient de récupérer les affaires. Et si elle la presse, c'est parce que le lit de Kenza est devenu un énorme enjeu pour la maternité. Pour comprendre, il faut se rendre dans les bureaux du secrétariat. 3 personnes s'occupent toute la journée des tâches administratives. Et il y en a une particulièrement fastidieuse. Chaque matin, Michel rentre dans son ordinateur tous les actes médicaux réalisés la veille. Et pour chacun, il y a un code. Donc là, cette dame, c'est un accouchement tout à fait normal. Donc je marque le code qui correspond à l'accouchement normal. Pour un accouchement normal, par exemple, Michel doit taper 14Z13A. Et dans son ordinateur, ce sont des milliers de codes répertoriés pour tous les cas d'intervention. Comme par exemple, tous les types d'accouchement ou de césarienne. Avec ou sans complications. Et tout est dans le détail, jusqu'à leur qualification de sévère ou majeur. Et pour chacun de ces codes, il y a un tarif. Par exemple, pour un accouchement classique, c'est 2 439 €. Ou encore, pour une césarienne avec complications majeures, c'est cette fois-ci 4 382 €.
Pour Michel, toutes ces données à rentrer chaque jour, c'est un travail laborieux, mais primordial pour la maternité. Car à la fin de l'année, la somme de ces codes permettra à la sécurité sociale de fixer le budget qu'elle versera à l'hôpital. Cela s'appelle la tarification à l'activité, ou dans le langage des hôpitaux, la T2A. Un mode de financement devenu obligatoire depuis 2009. À l'époque, le gouvernement entérine ce système pour endiguer le déficit abyssal de la sécurité sociale, qui s'élève alors à plus de 20 milliards d'euros. Pour préserver notre système de santé en le modernisant. Avec la T2A, la sécurité sociale pousse les hôpitaux à dépenser au plus juste. Terminée l'époque où ils obtenaient une enveloppe fixe en début d'année. Désormais, ils toucheront de l'argent en fonction des actes médicaux réalisés sur l'année. Un système qui, vous allez le voir, a placé certaines maternités dans des situations quasiment ingérables. À Marseille, comme dans toutes les maternités françaises, pour un accouchement classique, le tarif de la T2A est fixé à 2 439 €. Oui, monsieur. Or, il semblerait que ça ne suffise pas. Car à l'administration comptable de la maternité de l'hôpital Nord, on a estimé le coût réel d'hospitalisation de chaque patiente. Nous nous sommes procuré un document interne de la maternité. Et ici, pour un accouchement normal sans complications, le coût est évalué à 1 446 € pour chaque journée d'hospitalisation. Et le problème, c'est que les patientes restent au minimum 3 jours. Pour Jamini, par exemple, tout s'est bien passé. C'est son dernier jour à la maternité. C'était rapide pour vous? Oui. Moi, c'était 3 jours. Voilà, c'est bon, c'est assez. On rentre maintenant. Pour Jamini, les coûts estimés par l'hôpital sont donc de 1 446 € fois 3 jours, soit 4 338 €. Seulement voilà, avec la T2A, la sécurité sociale remboursera à l'hôpital 2 439 €. Une somme forfaitaire, et quelle que soit la durée du séjour, la maternité ne touchera pas 1 centime de plus. Avec une patiente comme Jamini, c'est donc un déficit de près de 2 000 €. Et en moyenne ici, les femmes qui accouchent restent 5 jours. Pour la maternité de Marseille, comme dans beaucoup de maternités en France, chaque femme qui accouche, ce sont donc des milliers d'euros qui s'envolent. Et dans la majorité des cas, il est impossible de savoir à l'avance si un accouchement va se dérouler avec ou sans complications et quelle va être la durée d'hospitalisation nécessaire pour chaque maman. En revanche, lors de notre enquête, nous avons découvert qu'il existe des moyens d'accélérer le processus. Des pratiques qui influencent la durée de séjour des patientes. Mais dans certains cas, ces pratiques ne seraient pas toujours sans conséquences sur la santé des mamans et celle de leur bébé. Alors c'est demain ou pas? Ah bah oui, demain c'est le grand jour. À la maternité de Marseille, Sophia attend son premier enfant. Je suis à terre là, c'est bon. Tu es prête ou pas? On va sortir avec l'épée comme ça. Tu es prête ou pas là? Quoi? Tu es prête ou pas? Ah oui, là ça y est. Cela fait 5 jours qu'elle est hospitalisée. Et si elle n'a toujours pas accouché, c'est parce que les médecins ont décelé une grossesse à risque. Son sang ne coagule pas assez. Elle risque une hémorragie lors de l'accouchement. Du coup, elle a dû subir un long traitement pour stabiliser son flux sanguin. C'est un garçon, petite fille? Un petit garçon. Et aujourd'hui, les médecins estiment que Sophia doit accoucher vite avant que son état ne se dégrade. On croise les doigts et on croise les orteils aussi. On croise tout ce qu'on peut. Il a donc été décidé d'accélérer le processus. La sage-femme va procéder à ce qu'on appelle un déclenchement. Elle fait démarrer le travail à l'aide de ce médicament qu'elle pose dans le vagin. Ce médicament, le voici, c'est le Propès. Il s'agit de cette petite bande qui libère une hormone, la dinoprostone. Elle permet d'ouvrir rapidement le col de l'utérus et stimuler les contractions.
Et le problème, c'est que ce médicament peut provoquer des contractions vives et douloureuses. J'ai eu de très grosses contractions depuis ce matin. Vous avez eu mal très mal. Très mal, ah ouais. Vu que c'est un déclenchement, donc du coup c'est pas naturel, donc mon col était bien mûr, donc du coup il fallait qu'il se ramollisse et que ouais. Une souffrance terrible. Une souffrance terrible. Je fais plus d'enfants, c'est fini. Je n'en fais plus. Ça suffit. Ah ouais, c'est tombé la vie. Allez. Je sens la contraction là. Ça arrive? Quand tu fais un chant d'opéra. Allez, c'est bien. Allez, encore. Soufflez. Allez, Softie. Vas-y, sors sa tête, je le vois sortir, Softie, c'est très bien. Allez, encore. Super. Allez, on y retrouve deuxième fois. Allez, c'est parfait ce que vous faites. Allez, n'attendez pas. Allez, courage. C'est bientôt fini. Allez, attrapez, tendez vos bras. Félicitations. Pour Sophia, le travail aurait pu prendre plusieurs jours, mais avec le déclenchement, il lui a fallu à peine 10 heures pour accoucher. Si cette patiente a été déclenchée pour des raisons de santé, il semblerait que dans certaines maternités, cette technique pour accélérer un accouchement soit utilisée à des fins plus économiques que médicales. En France, le nombre de déclenchements a augmenté de 20% en 40 ans. Dans les grandes maternités, il est aujourd'hui utilisé dans près d'un tiers des accouchements. À Marseille, par exemple, sur nos 8 jours de tournage, une dizaine de femmes ont été déclenchées, comme Élodie, Allez, félicitations. Nazla, mais aussi Kaina, qui a séjourné dans le couloir. Ça fait combien de jours que vous êtes là? Je suis rentrée mercredi, hier, aujourd'hui. 2 jours. Ouais, c'est beaucoup. Pour elle, le médicament a été très efficace. Les sages-femmes n'ont même pas eu le temps d'intervenir. Il me dort la bouche ouverte. En fait, au début, j'ai senti la tête du bébé sortir. Après, j'ai dit à mon mari qu'il appelle la sage-femme et en fait, il était sorti tout seul, sans que je pousse. Et sans sage-femme. Et sans sage-femme. Alors ces déclenchements sont-ils provoqués pour des raisons médicales ou seraient-ils parfois utilisés tout simplement pour aller plus vite? Nous avons posé la question à Isia, sage-femme à Marseille. Et sa réponse est très claire. On déclenche pas aussi parfois pour aller plus vite? Très souvent. Voilà, ça peut arriver. Hein. C'est ça qui... Après, des fois, c'est ce qu'on appelle les déclenchements entre guillemets de convenance. C'est que des fois, c'est strictement médical et des fois, voilà, c'est qu'il n'y a pas assez de... Il y a des dames dans les couloirs qui sont à 2 doigts d'accoucher. La dame, ça fait plusieurs heures qu'elle est en travail et puis voilà, il faut qu'on... Mais on appelle ça un travail dirigé en fait. Dans certains cas, le déclenchement pourrait donc être utilisé à des fins économiques. L'accélération du processus d'accouchement permettrait de réduire le séjour des patientes et donc les coûts pour la maternité. Mais cela a-t-il un impact sur la santé des mamans et de leurs bébés? Vous allez voir que l'un des médicaments utilisés pour les déclenchements est sous surveillance. Selon les maternités, on a recours à différents médicaments pour déclencher un accouchement, comme le Propès, le Syntocinon ou encore le Cytotec. À Marseille, les sages-femmes que nous avons interrogées se refusent à utiliser ce médicament. C'est beaucoup plus fort que le Syntocinon. Le Cytotec, ça va être tellement fort que ça va faire trop contracter l'utérus et ça peut entraîner des anomalies de rythme fœtal. C'est pour ça qu'on ne met jamais pour un déclenchement. Alors le Cytotec est-il utilisé dans beaucoup de maternités? Quels sont ses effets?
Et peut-il y avoir des risques pour les femmes et leurs bébés? C'est ce que nous avons voulu savoir. À Houille, en région parisienne. Une petite ville de 30 000 habitants. C'est ici que vit Aurélie, 30 ans, maman de 3 enfants. On est prêt. Le petit dernier, c'est Timéo, 3 ans. Le petit garçon est atteint d'une paralysie cérébrale qui affecte tous les muscles du corps et la parole. C'est pas évident. On se dit que c'est toute la famille qui est touchée, quoi. C'est pas que Timéo ou que les parents, c'est tout le monde qui trinque, quoi, à cause de tout ça. Donc c'est super dur. C'est super dur. Et donc là, hop. Et pourtant, rien ne laissait penser avant l'accouchement que Timéo aurait pu avoir de tels handicaps. Selon Aurélie, sa grossesse était on ne peut plus normale. Les factures. Donc voilà, c'était une grossesse magnifique, 3e grossesse, super bien. Elle s'était même rendue à la maternité quelques jours avant son accouchement. Et les médecins n'avaient aucune inquiétude. J'étais censée accoucher le 10 novembre 2010. Et donc le 10 novembre, je vais à l'hôpital pour faire ma visite habituelle. Et là, on s'aperçoit que tout va bien, le bébé n'arrive pas, les contractions sont normales sans plus, quoi. Donc on me dit, voilà, vous rentrez chez vous, vous revenez dans 2 jours, donc le 12 novembre, et on verra à ce moment-là comment que ça se présente, ce qu'on fera. Et pour la maman de Timéo, c'est justement le déroulement de son accouchement 2 jours plus tard qui expliquerait le handicap dont souffre aujourd'hui le petit garçon. Tout de suite sur D8, vous allez voir que le déclenchement de l'accouchement d'Aurélie n'a pas été sans conséquence sur l'état de santé de son fils Timéo. Le cytotec serait pointé du doigt. Ah, c'est des médecins, on fait confiance et voilà, ils sont censés savoir ce qu'ils font. Et l'histoire d'Aurélie ne serait pas un cas isolé. On a quand même eu 3 décès de bébés qui ont été répertoriés. Vous verrez aussi que dans cette période d'économie drastique dans les hôpitaux, les maternités sont parmi les premières touchées. La question qui se pose partout est bien celle de l'égalité d'accès aux meilleurs soins pour toutes et tous. Aux 4 coins de la France, des maternités ferment. Et les plus menacées, ce sont les petites structures. La fermeture de l'une d'entre elles a eu des conséquences dramatiques. Si Figeac avait été ouvert, j'aurais eu une prise en charge beaucoup plus rapide. Ils auraient peut-être pu nous sauver tous les 2. Laetitia a accepté de nous raconter son histoire. Une histoire inimaginable. On va regarder les dossiers. Rien ne laissait penser avant l'accouchement que Timéo aurait pu avoir de tels handicaps. Selon Aurélie, sa grossesse était on ne peut plus normale. Elle s'était même rendue à la maternité quelques jours avant son accouchement et les médecins n'avaient aucune inquiétude. J'étais censée accoucher le 10 novembre 2010. Et donc le 10 novembre, je vais à l'hôpital pour faire ma visite habituelle. Et là, on s'aperçoit que tout va bien, le bébé n'arrive pas, les contractions sont normales sans plus, quoi. Donc on me dit, voilà, vous rentrez chez vous, vous revenez dans 2 jours, donc le 12 novembre, et on verra à ce moment-là comment que ça se présente, ce qu'on fera. Et pour la maman de Timéo, c'est justement le déroulement de son accouchement 2 jours plus tard qui expliquerait le handicap dont souffre aujourd'hui le petit garçon. Le 12 novembre, comme convenu, Aurélie retourne à la maternité, celle de Poissy. Tout aurait commencé à cause de petites complications. La jeune femme commence à manquer de liquide amniotique, ce qui pourrait provoquer un manque d'oxygène pour le bébé. Il faut qu'Aurélie accouche au plus vite. Les médecins décident de la déclencher avec un médicament. Quand on m'a présenté le médicament, on m'a dit on va vous déclencher. Voilà, ça se passe avec un médicament au fond du vagin, point. C'est voilà, on m'a pas expliqué, on m'a dit que ça, quoi. Donc après pourquoi pas, quoi. C'est voilà, c'est des médecins, on fait confiance et voilà, ils sont censés savoir ce qu'ils font. Donc bêtement, on fait confiance et puis on acquiesce. Durant le travail, les contractions sont très vives. Aurélie souffre le martyre pendant 7 heures. Je les ai suppliés de m'ouvrir le ventre. On m'a dit qu'il n'y avait pas de place en salle d'opération. Et on m'a fait comprendre que voilà, il fallait que j'arrête d'être chochotte et de me plaindre.
Et là, plus ça va, plus l'infirmière et la sage-femme paniquent parce que Timéo va de moins en moins bien. Donc du coup, elle décide de le faire sortir à la ventouse. Le petit Timéo naît enfin, mais il ne respire pas. Oh. Et donc là, c'est quand Timéo il sort, c'est une image qui est très très dure. C'est parce qu'on voit un petit loulou qui est recroquevillé sur lui-même, qui bouge pas, qui crie pas. Emmené d'urgence au service de réanimation et placé sous hypothermie et assistance respiratoire, Timéo revient à la vie, mais avec des séquelles. Les médecins diagnostiquent une paralysie partielle des 4 membres. Le nouveau-né est handicapé. Mais le drame ne s'arrête pas là. Après l'accouchement, Aurélie ressent de violentes douleurs. Elle a fait une rupture de l'utérus et ne pourra plus jamais avoir d'enfant. C'est très très dur à accepter. En tant que femme, de se dire tu feras plus d'enfants, je ne sais pas si j'arriverai à l'accepter un jour. Aurélie a alors voulu comprendre ce qui s'était passé, comprendre pourquoi Timéo souffre aujourd'hui d'un handicap. La jeune maman a demandé à la maternité son dossier médical, un document que tout patient a le droit de récupérer après une intervention. Elle épluche en détail la dizaine de pages. Et ce qui l'interpelle, c'est à la page 3, sur les motifs du déclenchement de l'accouchement. Elle découvre alors le nom de l'un des médicaments qui lui a été administré, le Cytotec. Aurélie veut en savoir plus sur ce médicament et décide de faire quelques recherches sur Internet. Elle tombe sur ce blog rédigé par une maman avec un article sur le Cytotec particulièrement alarmant. Le titre : Usage abusif, à risque et hors la loi. Il est mentionné que le médicament peut causer de graves problèmes pour la mère, comme la rupture utérine, ce qui est justement arrivé à Aurélie. L'article évoque aussi une possibilité de pronostic vital maternel et fœtal engagé. En clair, la vie du bébé peut être mise en danger. Le handicap de son fils aurait-il été provoqué par une mauvaise utilisation du Cytotec ? C'est ce que Aurélie va chercher à savoir. En mai 2012, Aurélie saisit un organisme du ministère de la Santé, la CRCI, spécialisé dans l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Elle lance alors une expertise médicale. En mars 2013, les experts rendent leur rapport. Ils affirment que la maternité a bien administré du Cytotec à Aurélie, mais à une dose au-delà de celle recommandée. Voici ce que le rapport indique. Il ressort des recommandations qu'il convient de privilégier des doses vaginales de 25 microgrammes. Or, dans le cas d'Aurélie, c'est le double de cette dose qui a été administrée, comme l'indique le rapport. Or, c'est une dose de 50 microgrammes qui a été d'emblée utilisée. Les experts s'interrogent également sur la perfusion d'un autre médicament déclencheur en plus du Cytotec, le syntocinon. Pour les experts, c'est la succession de ces surdosages qui auraient provoqué chez Aurélie des contractions tellement fortes qu'elles auraient provoqué la rupture de son utérus, c'est-à-dire qu'il s'est déchiré. Les circonstances font clairement apparaître un lien de causalité certain entre ces fautes et la survenue de la rupture utérine. Et selon le rapport, cette rupture utérine aurait eu de lourdes conséquences sur l'enfant d'Aurélie. La rupture utérine a été à l'origine du dommage subi par son enfant, le petit Timéo. Face à de telles conclusions, Aurélie a décidé de partir en guerre contre l'utilisation du Cytotec dans les maternités. Elle a créé une association avec une autre maman déclenchée au Cytotec, Anne. Son petit garçon a lui aussi souffert à la naissance, même s'il n'a gardé aucune séquelle. On a recueilli quand même quelques témoignages. Les deux femmes
ont décidé de tout faire pour informer les jeunes mamans des risques de ce médicament et récolter des dons pour les soins du petit Timéo. En 2 ans, elles ont recueilli plus de 800 témoignages de femmes déclenchées au cytotec. Il dit, voilà, je garde comme souvenir une violence indicible pour moi comme pour mon bébé, le cœur qui ralentit, prise de risque scandaleuse, donc un vécu vraiment très Et dans certains cas, très les négatif. conséquences ont été dramatiques. On a quand même eu 3 décès de bébés qui ont été répertoriés. Donc sur 800 signataires, ça fait un peu beaucoup quand même. Nous nous sommes procuré le rapport d'expertise qui concerne l'un de ces décès. Voici les conclusions. L'enfant est mort d'une encéphalopathie anoxo-ischémique, c'est-à-dire d'une asphyxie du cerveau. Après enquête, il n'y a aucune autre cause que l'usage du cytotec. Des drames troublants qui posent de plus en plus question dans les médias. Le cytotec est pointé du doigt. On s'interroge sur ce possible nouveau scandale sanitaire. Il faut dire que l'utilisation du cytotec dans les maternités n'est pas rare. De nombreux établissements y ont recours. À l'aide de témoignages, Aurélie et Anne ont répertorié une dizaine de maternités où le médicament serait utilisé pour des déclenchements d'accouchement. Parmi elles, on compte les plus grands établissements en France, comme à Strasbourg ou encore en Île-de-France. Et le plus surprenant, c'est qu'à l'origine, le cytotec n'aurait jamais dû se retrouver dans les pharmacies des maternités. Le laboratoire qui commercialise ce médicament, Pfizer, ne l'a d'ailleurs pas du tout conçu pour les déclenchements. Son utilisation n'a même normalement rien à voir avec la gynécologie. Et c'est très clairement indiqué dans la notice. Le cytotec est préconisé pour le traitement de l'ulcère gastrique et intestinal. Et c'est bien uniquement dans ce cadre que le laboratoire a obtenu une autorisation de mise sur le marché en France. Une autorisation qui ne concerne en aucun cas le déclenchement d'accouchement. Plus surprenant encore, la notice précise même clairement que le médicament est contre-indiqué en cas de grossesse. Les contractions de l'utérus pouvant entraîner une interruption de grossesse, un accouchement prématuré et une mort fœtale. Nous avons contacté Pfizer afin d'avoir son avis sur cette utilisation détournée de son médicament. Une demande d'interview qui nous a été refusée. Pour réponse, nous avons reçu ce mail confirmant que quelle que soit la voie d'administration, une utilisation hors AMM, c'est-à-dire hors du cadre prévu par l'autorisation de mise sur le marché, entraîne des risques pour le patient. Alors pourquoi le cytotec est-il tout de même utilisé dans des maternités? Pour comprendre, nous nous sommes rendus à Poissy, dans l'établissement où a accouché Aurélie. Nous rencontrons le professeur Fauconnier, le gynécologue de la maternité depuis 2012, un an après la naissance de Timéo. À Poissy, cela fait plus de 10 ans que l'on utilise le cytotec. Et pour ce médecin, les contre-indications précisées en cas de grossesse pour ce médicament ne sont en rien un obstacle. Dire que le cytotec est contre-indiqué en cas de grossesse, mais bien sûr, mais évidemment. Je vous montre le Vidal si vous avez 5 minutes et vous allez voir que tous les médicaments antibiotiques, par exemple, sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Oui, mais là, c'est indiqué sur la notice. Bon. Oui, ben sur la notice. Je vous rassure, c'est tout sur la notice. Hein. C'est toujours sur la notice. Cette contre-indication, elle est logique d'un point de vue de sécurité des patients. Si vous êtes enceinte et que vous n'avez pas l'intention d'accoucher, il vaut mieux pas le prendre. Si vous êtes enceinte au premier trimestre et que vous n'avez pas l'intention de faire une interruption volontaire de grossesse, il vaut mieux éviter. Mais dans le cas d'une fin de grossesse, c'est justement parce qu'il provoque de vives contractions de l'utérus que le cytotec est utilisé. Il permet ainsi d'accélérer le processus d'accouchement en cas de complications. Une efficacité prouvée, selon le professeur Fauconnier, dans plusieurs études réalisées dans des maternités. Il y a eu, depuis 20 ans, des études scientifiques qui sont accessibles à tous sur Internet, qui montrent que dans l'indication d'un déclenchement d'un travail à terme, ou un peu avant le terme, dans un but d'abréger une grossesse pathologique,
le bénéfice est grand. Ne rien faire, c'est bien plus dangereux que de déclencher. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, utiliser un médicament de manière détournée, hors du cadre prévu par les autorités, c'est tout à fait légal. Mais dans le cas du Cytotec, ce qui poserait question, c'est le dosage utilisé. Nous nous sommes procuré un document de la très officielle OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle valide l'utilisation de la molécule du Cytotec, le misoprostol, dans des cas de déclenchement. Mais avec une mise en garde sur le dosage. L'OMS préconise d'utiliser une faible dose de 25 microgrammes. Or, dans le rapport d'expertise d'Aurélie, c'est écrit noir sur blanc. Ce sont 50 microgrammes qui ont été utilisés, une dose 2 fois plus importante que celle que recommande l'OMS. D'ailleurs, dans la maternité où elle a accouché, cela semble avoir été à l'époque la norme. Comme on peut le voir dans ce protocole d'usage que nous nous sommes procurés. L'utilisation du Cytotec est décrite ainsi. Le poids d'un quart de comprimé doit être compris entre 45 et 55 microgrammes pour être accepté. Alors nous avons questionné le professeur Fauconnier sur ce dosage de 50 microgrammes. Et il nous explique que la maternité, à l'époque, se fiait à plusieurs études réalisées notamment en interne. On utilise les doses qui sont, dans une prescription hors AMM, on utilise les doses qui sont données par la littérature, par les études cliniques qui montrent l'efficacité et la bonne tolérance. Donc on a utilisé, nous, des doses de 50 microgrammes. C'était ce qu'on avait utilisé dans les études auxquelles on avait participé et qui nous donnait totalement satisfaction. Selon le professeur Fauconnier, à 50 microgrammes, le Cytotec serait efficace avec un risque faible. Et pourtant, la maternité de Poissy a aujourd'hui changé ses habitudes. Les doses administrées dorénavant pour les déclenchements sont de 25 microgrammes. Et officiellement, selon le gynécologue, ce changement n'a rien à voir avec ce qui est arrivé au petit Timéo. Reste que vous allez le voir, ce dosage de 25 microgrammes dans la pratique est tout sauf simple à appliquer. Nous nous sommes fournis des comprimés de Cytotec. Ils sont dosés à 200 microgrammes. Pour obtenir une dose de 25 microgrammes, il faut donc réussir à couper un cachet de cette taille en 8. Nous le coupons en 2, puis à nouveau en 2. L'opération devient de plus en plus approximative. Et il faudrait encore couper en 2 ce tout petit quart de cachet. Très difficile donc d'être précis avec cette technique. Mais alors, comment les maternités s'y prennent-elles pour avoir un dosage précis sur ces petits cachets? Une maternité qui utilise ce médicament a accepté de nous répondre. À l'hôpital Paul de Viguier à Toulouse, Christophe Vessière est professeur en gynécologie obstétrique. Il avoue sans complexe utiliser le Cytotec pour ses patientes. Il réalise actuellement une étude sur 1700 femmes avec le dosage recommandé par l'OMS de 25 microgrammes. Et pour être le plus précis possible, Christophe Vessière a trouvé une technique. Hop. Il faut broyer le cachet et le répartir ensuite dans ces gélules de 25 microgrammes. Cette technique permet à la maternité de Toulouse de respecter les recommandations. Dosé correctement, le Cytotec serait efficace. Et pour les maternités, il aurait un tout autre atout au-delà du médical. C'est l'efficacité, et puis c'est pas cher, et puis c'est un médicament qui se conserve à température ambiante. Pas cher effectivement. Un cachet de ce médicament coûte 30 centimes. Beaucoup moins coûteux que le Propès, le déclencheur utilisé par exemple à Marseille, qui lui est vendu au prix de 93 €. Et à une époque où les maternités ont pour mot d'ordre de serrer leur budget, le Cytotec permettrait donc de faire de sacrées économies. Deux ans après la naissance de Timéo, l'organisme d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux a proposé une compensation financière à Aurélie.
12 500 € au titre du préjudice moral, auxquels s'ajoutent d'autres indemnités liées aux souffrances physiques et psychiques. Au total, la somme s'élève à 20 200 €. Une somme qui, pour la jeune maman, ne compense ni les handicaps de son fils, ni les lourdes dépenses de santé. Elle a refusé cette offre. Et aujourd'hui, elle n'exclut pas de porter l'affaire devant les tribunaux. Et pour cela, elle se base notamment sur le rapport d'experts, qui conclut: En conséquence, la responsabilité du CHI de Poissy est engagée sur le fondement de fautes ayant entraîné le dommage subi par l'enfant Timéo. Les maternités sont aujourd'hui sur la sellette. Dans un contexte de réduction des coûts, les Français se demandent si leur santé et celle de leurs enfants ne sont pas parfois sacrifiées pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, les maternités n'ont d'autre choix que de maîtriser au maximum leurs dépenses. Elles sont de plus en plus surveillées et doivent rendre des comptes à leur hiérarchie. Et lorsque le budget n'est pas suffisamment tenu, elles peuvent désormais être l'objet de sanctions, comme la diminution du nombre de lits, des suppressions d'emplois, voire la fermeture pure et simple de l'établissement. En 30 ans, ce sont près de 1000 maternités qui ont fermé. Et les plus touchées, ce sont les petites structures. Le motif le plus souvent avancé, c'est qu'elles seraient moins sûres pour les patientes. Mais est-ce vraiment la seule raison ? Pour le savoir, nous nous rendons en Midi-Pyrénées, l'une des régions qui a connu le plus de fermetures de maternités. Nous avons contacté l'Agence régionale de santé, l'ARS. C'est l'administration qui décide des fermetures des établissements au niveau régional. Nos demandes d'interview sont restées sans réponse, alors nous décidons de nous y rendre en personne. Une responsable de la communication nous accueille, mais refuse toute interview. Nous continuons notre entrevue en caméra discrète. Les fermetures, on va trouver une réponse tout à fait politiquement correcte et qui correspond. Il y a une réglementation, il y a un seuil d'activité. Ils doivent faire un certain nombre d'actes. Quand le nombre d'actes n'est pas respecté, on considère qu'ils n'ont pas assez de pratique pour continuer à exercer dans des conditions de sécurité. Le manque de pratique des petites maternités ferait donc porter un risque sur les patientes. Une politique de fermeture appliquée partout en France depuis 1998 avec ce décret. Il prévoit de maintenir ouvertes uniquement les maternités qui justifient une activité minimale d'au moins 300 accouchements par an. En dessous de ce seuil, c'est la fin assurée de l'établissement. Mais apparemment, les autorités ne se soucieraient pas seulement de la santé des patientes. Il y aurait aussi une autre raison à ces fermetures, une raison cette fois-ci plus économique. Nous, la rentabilité, bien sûr qu'on s'y attache parce qu'on est tous dans une logique de financement contraint. Donc effectivement, on est dans une logique de rationalisation. Mais notre objectif, c'est le bon soin au bon endroit, avec le bon professionnel. Donc on essaye de faire des économies d'échelle, bien sûr. Ce sont donc pour des raisons sanitaires et économiques que s'est amorcé un mouvement de fermeture massif des petites maternités. Et les premières sacrifiées sont très souvent basées dans des zones rurales ou des villes de moyenne importance. Leur fermeture implique pour les patientes de devoir parfois aller très loin le jour de l'accouchement. Un éloignement qui peut avoir des conséquences dramatiques en cas de complications. Nous sommes dans le sud-ouest de la France, dans le département du Lot, à Figeac. Une petite ville de près de 10 000 habitants. C'est ici que vit Laetitia, 28 ans. Il y a 2 ans, la vie de cette jeune femme a été bouleversée. Elle était alors enceinte de son 2e enfant, un garçon. J'étais à 6 mois, à peu près 7 mois. Oui, on le voit très très bien, oui. Et donc elle est un peu abîmée parce que pendant longtemps je l'ai gardée dans mon portefeuille pour montrer fièrement à mes copines et à tout le monde comment il était beau mon bébé. Laetitia aurait pu accoucher juste à côté de son domicile, au centre hospitalier de Figeac. Seulement voilà, la maternité a été fermée il y a 5 ans en application du décret de 1998. L'établissement ne procédait qu'à 260 accouchements chaque année. Alors la jeune femme a dû opter pour un autre établissement. Elle a choisi une maternité à Villefranche-de-Rouergue,
qui se trouve à 40 minutes en voiture de Figeac. Une distance a priori raisonnable, mais rien ne va se passer comme prévu. Le 4 février 2012, Laetitia est à 9 mois de grossesse. Elle est prise de violentes douleurs et de saignements inquiétants. J'étais vraiment très mal. J'avais une contraction qui redescendait plus. J'avais le ventre très dur, la contraction était très dure et j'étais à 7 de tension. La jeune femme ne veut prendre aucun risque pour son bébé. Elle appelle les pompiers pour qu'ils l'emmènent en urgence à la maternité. Laetitia a accepté de refaire avec nous le trajet et de nous raconter son histoire. Une histoire qui, vous allez le voir, est inimaginable et dont l'issue sera fatale. Tout de suite sur D8, vous allez découvrir comment ce trajet jusqu'aux urgences pour sauver Laetitia et son bébé s'est transformé en un long cauchemar. J'étais très mal, je me rendais pas franchement compte de ce qui se passait. Et pourtant, le drame qu'a vécu la jeune femme aurait pu peut-être être évité. À l'heure où les maternités des campagnes et des petites villes sont sur la sellette, l'une d'entre elles tente de survivre. Alors je vous ai fait naître. Si c'est vous, alors là, c'est quelque chose ça. Mais ça m'arrive de temps en temps maintenant de coucher des mamans que j'ai vu naître. Et pour trouver de l'argent, vous allez découvrir que certains établissements sont prêts à aller très loin en utilisant des méthodes bien peu avouables. On invente des pathologies pour gonfler la note. C'est une belle arnaque, avec de l'argent public tant qu'à faire. Le 4 février 2012, Laetitia est à 9 mois de grossesse. Elle est prise de violentes douleurs et de saignements inquiétants. J'étais vraiment très mal. J'avais une contraction qui redescendait plus. J'avais le ventre très dur, la contraction était très dure et j'étais à 7 de tension. La jeune femme ne veut prendre aucun risque pour son bébé. Elle appelle les pompiers pour qu'ils l'emmènent en urgence à la maternité. Laetitia a accepté de refaire avec nous le trajet et de nous raconter son histoire. Une histoire qui, vous allez le voir, est inimaginable et dont l'issue sera fatale. Voici comment se seraient déroulés les faits. La jeune femme est prise en charge par les pompiers, accompagnée d'un médecin du SAMU. Ils prennent alors la route pour Villefranche-de-Rouergue. Mais le problème, c'est qu'il existe une règle tacite entre les SAMU de France. Ils s'éloignent le moins possible de leur département d'origine pour ne pas laisser leur zone sans urgence médicale. Or, Villefranche-de-Rouergue se trouve dans l'Aveyron. Et c'est le SAMU du Lot qui a pris Laetitia en charge. Considérant que la jeune femme n'est pas dans une situation d'urgence, le médecin du SAMU qui l'accompagne demande à ses collègues de Villefranche-de-Rouergue de venir chercher la patiente à la frontière du département. Pendant ce temps-là, Laetitia, elle, ne comprend pas vraiment ce qui se passe. J'étais très mal, je me rendais pas franchement compte de ce qui se passait. Et c'est encore bien loin d'être fini pour Laetitia. Car le problème, c'est que le SAMU de Villefranche ne peut pas venir. Il est déjà occupé sur une autre intervention. Le médecin de Laetitia va alors appeler un deuxième SAMU, celui de Decazeville, où se trouve une autre maternité. Et ceux-là sont disponibles pour récupérer Laetitia. Tout semble s'arranger, mais en réalité, pour faire la jonction, le véhicule qui transporte Laetitia va devoir revenir sur ses pas. Donc c'est ici que les pompiers ont dû faire demi-tour pour récupérer donc, la route de Decazeville. Et s'ils doivent faire demi-tour, c'est parce qu'à l'époque, aucune route ne mène directement à Decazeville. Il faut repasser par Figeac. À la frontière du département, le SAMU du Lot transfère Laetitia dans le véhicule des pompiers de Decazeville. Donc là, il a fallu, parce qu'il y a eu changement de pompiers, donc expliquer le cas. En plus, il a fallu qu'il se passe les consignes, bien sûr. On devait être déjà, à 3/4 d'heure, 1 heure presque. Et donc là, on n'est pas encore arrivé à Decazeville. Et il y a pourtant urgence pour la jeune femme. Elle est en réalité dans un état critique. Son placenta se décolle, sa vie ainsi que celle de son bébé sont en danger. Mais le trajet jusqu'aux urgences de la maternité est encore loin d'être terminé.
Il faudra au final 1h15 avant que Laetitia soit prise en charge aux urgences. Mais il est trop tard. Le bébé décède à la maternité. C'est dur, quoi. J'aurais voulu le connaître. C'est les seuls moments que j'ai avec lui, c'est les moments dans mon ventre, simplement. Comment expliquer le périple de Laetitia et son dénouement dramatique? Pour comprendre, nous avons contacté un responsable du SAMU du Lot. Et selon lui, le changement d'équipe en cours d'intervention est une pratique courante. C'est ce qu'on appelle une jonction médicale. Il y a une circulaire, il y a un décret, il y a quelque chose qui le stipule, ces jonctions? Où est-ce que je peux trouver ça? Il y a une loi? Non, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de décret. C'est les SAMU qui coopèrent entre eux. Voilà, donc ça fait... je pense qu'il n'y a pas de circulaire, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de recommandation spécifique. C'est un arrangement entre SAMU? C'est pas un arrangement, oui, c'est des facilités parce que par exemple, si on doit aller sur Toulouse, ce genre de choses-là, voilà, on mobilise des équipes très très longtemps. Mais la jonction consiste normalement en un simple transfert des équipes. Le patient, lui, reste dans le même véhicule. Or, ça n'a pas été le cas pour Laetitia. Mais moi, dans l'histoire dont je vous ai parlé, on me dit qu'elle a carrément changé de véhicule. Je ne peux pas vous dire si ça a pu se faire, mais ça c'est vraiment très très occasionnel. Je pense que ça arrive peut-être une fois ou deux, une fois dans l'année, et encore, et après il faut justifier, voilà, parce qu'effectivement là c'est une perte de temps, là je suis d'accord. Notre interlocuteur reconnaît une perte de temps dans le transport de Laetitia jusqu'aux urgences. Un temps qui aurait pu être précieux. Pour elle, ce drame ne serait jamais arrivé si sa maternité n'avait pas été si loin. Si Figeac avait été ouvert, j'aurais eu une prise en charge beaucoup plus rapide. Ils auraient peut-être pu nous sauver tous les deux. Je crois que je ne comprendrai jamais pourquoi ils ont fait fermer cette maternité. Des fermetures comme celle de la maternité de Figeac, il s'en produit chaque année aux 4 coins de la France. Dans 9 départements, on ne compte aujourd'hui plus qu'une seule maternité. Pour les Français, ces fermetures sont le signe d'une dégradation de leur système de santé. Certains ont décidé de descendre dans la rue. La question qui se pose partout est bien celle de l'égalité d'accès aux meilleurs soins pour toutes et tous. Éloigner leur lieu d'accouchement de leur lieu de vie ne fait qu'accroître cette tendance. Les petites maternités, de plus en plus menacées, ont décidé de se battre pour survivre. Et pour que des milliers de femmes puissent accoucher à côté de chez elles, même lorsqu'elles vivent éloignées des grandes villes. Et pour éviter de mettre la clé sous la porte, certains établissements ne manquent pas d'imagination. Dans la région Midi-Pyrénées, à Saint-Affrique, une petite ville isolée de 7000 habitants. Il est 8h du matin, à la maternité Émile Borel. C'est l'heure de la relève des sages-femmes. Maternité? Elles font un bilan des accouchements de la nuit. C'est bon, tout le monde est prêt, tout le monde est là? À la 3, du coup, nous avons Madame Nounis, une prémie, qui a eu 4 naissances cette nuit, donc 3 accouchements voix basse et une césarienne. Bon, après, ça s'est enchaîné, ça a été fluide, on va dire, parce qu'une a couché, l'autre arrivée. Donc, bon, voilà, c'était un peu bousculé, mais ça s'est bien enchaîné, on va dire. 19h ce soir. La nuit a été chargée, mais cela reste une exception à la maternité de Saint-Affrique. En temps normal, elle procède à peine un accouchement par jour. Et ici, on est bien loin de la saturation des grosses maternités. Avec 245 accouchements l'année dernière, l'établissement est même en dessous du seuil imposé pour pouvoir maintenir son activité. La menace de fermeture pèse. Pour la sauver, toute la population et l'équipe médicale se sont mobilisées, allant jusqu'à la grève de la faim pour certains médecins. Et si la maternité a jusqu'à ce jour obtenu son maintien, c'est grâce à sa situation géographique. Saint-Affrique est dans une zone de montagne très isolée, où toute autre maternité est à minimum 1 heure de route. Mais l'établissement se doit de s'approcher le plus possible du seuil fatidique des 300 accouchements par an. Et c'est toute une stratégie qui a été mise en place pour tenter d'attirer davantage de patientes. Depuis 2 ans,
elle propose de nouvelles offres aux futures mamans. Comme par exemple, des activités en piscine. Mais aussi des cours de préparation à l'accouchement. Relâchez, relâchez, sentez la détente des abdominaux, la détente de votre bassin. Ou encore pour les papas, des leçons pour apprendre les bons gestes à faire pour s'occuper du nouveau-né. Combien là de température? 6. Mais c'est parfait. Allez, donc vous la déshabillez, puis on va aller la Ces services peser. ont permis d'attirer 50 femmes supplémentaires et de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'établissement. Car s'ils sont gratuits pour les mamans, la sécurité sociale les prend en charge et reverse de l'argent à la maternité. 11,60 € pour les cours de préparation à l'accouchement et 32,40 € pour une séance de piscine. Malgré ces efforts, une autre menace pèse sur la petite maternité et il s'agit cette fois d'un problème plus inattendu. Le docteur Bekazi est le gynécologue de l'établissement. Voilà, Madame Bézin, vous allez bien aujourd'hui? Ça va. Cela fait Le 28 bébé ans va qu'il bien? exerce à Sainte-Afrique. Vous êtes Et à contente, 65 ans, il doit partir à la retraite dans les mois à On venir. passera demain vous voir comme d'habitude. Et l'urgence du moment, c'est de lui trouver un remplaçant pour prendre sa relève. Mais dans une zone isolée comme celle de Sainte-Afrique, attirer de jeunes recrues, c'est loin d'être évident. Il y a un manque de médecins partout. Et notamment dans les milieux ruraux, quoi. Surtout Sainte-Afrique et dans la région Sainte-Afrique, Millau. Même pour trouver un remplaçant, c'est pas facile de trouver un remplaçant. Or, avoir un gynécologue, c'est obligatoire dans une maternité. Si le docteur Benkazi ne trouve pas de remplaçant, la maternité risque de fermer. Alors, quand un candidat se présente, Bonjour, ça va bien, enchanté. c'est opération séduction. Mais c'est un remplaçant par la semaine. D'accord. Donc je suis avec vous jusqu'au 2 juin. Le docteur Amrouchi vient faire un test pour la semaine, pour voir si le poste pourrait lui plaire à Sainte-Afrique. Elle vous a plu la région ici? C'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de la bien découvrir parce que je suis arrivé hier, mais sur la route il y a quand même un beau paysage et... Qualité de vie, Et ce week-end, équipe vous allez sympathique, promener un tout petit peu, jolie si c'est région. calme, bien sûr. Tous les arguments y passent pour le convaincre. C'est une très jolie région. Très bien. On espère vous garder parmi nous. Si le poste vous intéresse, la région aussi, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Avec plaisir. On est là pour vous soutenir aussi. Le problème, c'est que 2 autres maternités font la cour au docteur Amrouchi. Alors le docteur Benkazi va tout faire pour le convaincre. Un peu comme si le jeune médecin faisait déjà partie de l'équipe. Comment ça va? Bonjour. Ça va bien? Docteur Roussi, médecin gynécologue obstétricien intéressé éventuellement par le poste. Peut-être qu'il sera bientôt parmi nous. D'accord. Félicitations. Le docteur Benkazi Ça va, c'est bien a passé, apparemment été l'accouchement? convaincant. Le bébé? Il dort. Le docteur Amrouchi a pris la relève à Sainte-Afrique en juillet dernier. Si la présence d'un obstétricien est obligatoire dans toutes les maternités, c'est notamment pour intervenir en cas de complications lors d'un accouchement. Dans les cas les plus simples, ce sont les sages-femmes qui gèrent seules. Mais un accouchement n'est pas un événement totalement prévisible. Et en cas de coup dur, les petites maternités sont-elles toujours capables de faire face? Pour les sages-femmes, au rythme de 2 accouchements par semaine, pas facile de garder la main. Aujourd'hui, c'est Monique, 30 ans de métier, qui se charge de l'accouchement de Rachida. Vous êtes originaire d'ici, de Saint-Af? Oui. Mais j'ai vu que vous appeliez Yves. Ouais. Je connais votre maman qui a eu plein d'enfants. Mais, moi, c'est Monique, vous lui direz à votre maman. Mais il y a une Monique qui a accouché ma mère et c'est... Eh oui, c'est moi. C'était vous alors? Il y a déjà quelques années. Hein. Ouais, 87. Alors, je vous ai fait naître. Et si c'est vous, alors là, c'est quelque chose, ça. J'ai le carnet de santé, les dames. Mais ça m'arrive de temps en temps maintenant d'accoucher des mamans que j'ai vues naître. Ça m'arrive. À Sainte-Afrique, ce sont des générations de mamans qu'elle a vues passer sur sa table d'accouchement. Et si dans la grande majorité des cas tout se passe bien, aujourd'hui, Monique va devoir faire face à des complications. Allez, encore plus fort. Toujours, on est exigeante, hein. Encore plus fort, encore plus fort. Eh oui. Eh ouais, c'est fatigant. Allez, on reprend de l'air. On y retourne. Allez, encore plus. Qui est encore là, la contraction? Non, compassion. Essayez, là. Essayez. Respirez. L'accouchement prend du temps.
Au bout d'une demi-heure, le bébé naît enfin. Regardez là. C'est ok, il peut sonner. Mais il ne semble pas respirer. Allez, voilà. Elle est plus forte, non? Elle écrit. Il faut qu'elle crie. Tu m'appelleras Madame Roussite. Monique demande à ce qu'on appelle la pédiatre. Je vais le prendre un petit peu pour l'aspirer. Mais le problème, c'est que la seule pédiatre de la maternité est occupée avec une autre patiente. Le temps qu'elle arrive, Monique tente seule de réanimer le bébé. Des premiers gestes qu'elle pratique peu. Oh putain. Tu lui fais un petit massage? La pédiatre n'est toujours pas là. Elle est là? Elle arrive. La médecin arrive enfin. Dans la précipitation, pas d'équipement, pas de gants, ni de masque. Tu me donnes une autre souris? Je reprends le masque. Est-ce que vous l'avez aspiré un petit peu? Non, pas du tout. Les minutes sont longues. Il n'a pas aimé le passage, le bébé. Là. Finalement, plus de peur que de mal. Il n'y a pas pareil ça. Le bébé est en bonne santé. Ah, ça fait bizarre. Hein. Allez-y, hein. Ça me fait tout, je sais pas. J'ose pas le toucher un peu. Ah si, allez-y, il n'y a pas de souci. Au contraire. Coucou. Et ouais. 20 minutes après, 20 minutes. Monique, elle, est encore sous le choc. Oh là là, c'est bébé. Mais quand je l'ai posé là, il n'était pas bien. Enfin, je sais pas, des fois je sais pas. Ouais. On s'en veut des fois de ne pas faire comme il faut. La sage-femme se demande si elle a eu les bons réflexes. Ah ouais, ça, ouais. C'est pas des gestes qu'on fait très souvent, alors on n'est pas toujours très à l'aise, mais c'est la nécessité d'en faire assez régulièrement. Voilà. Donc il faut s'entraîner. Donc c'est régulièrement, ça fait partie de nos projets de formation, de régulièrement s'entraîner à faire des réanimations pour les nouveau-nés, parce qu'on n'est jamais à l'abri. L'accouchement se passe bien, puis pof. Des cas heureusement très rares à Saint-Afrique. Ouais, mais bon. Alors comment il s'appelle, vous ne savez pas? Issa. Issa? Issa, il s'appelle. Alors Issa, tu dis bonjour à maman? Oui. Hein? Tu voulais pas parler tout à l'heure, hein? Mais avec moins de 300 accouchements les années précédentes à la maternité, le passage était un petit peu... Monique avoue à Pourtant, ça a demi-mot pas duré qu'elle manque de longtemps, pratique face à de telles C'est des choses qui complications. arrivent. On ne sait pas pourquoi ils nous font ça. Ils font des frayeurs, ces coquins. Voilà. Le nombre insuffisant d'accouchements, c'est bien tout le problème à Saint-Afrique. Comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la direction de l'établissement. Et au-delà de la question cruciale d'un manque éventuel de pratique sur le terrain, c'est aussi la survie financière de l'établissement qui est en jeu. Ce jour-là, la direction fait un point sur le bilan de la maternité. Et Dominique Sauvert, la directrice, n'a pas de bonnes nouvelles. Mesdames et messieurs, merci d'être présents pour cette réunion. Donc l'idée, l'établissement... Malgré les nouvelles activités développées par la maternité, le bilan est déficitaire de près de 500 000 €. Et le nombre de patientes a beau augmenter, cela semble n'être jamais suffisant, car le tarif remboursé par la Sécurité sociale pour certains actes médicaux baisse chaque année. Pour un accouchement classique, il a même baissé d'environ 8% en 6 ans. Si l'activité augmente, eh ben, les tarifs baissent. Et c'est ce qu'on enregistre à peu près tous les ans, c'est-à-dire qu'à peu près tous les ans les tarifs baissent. Ça veut dire que vous pouvez augmenter l'activité de vos services sans que les recettes augmentent à hauteur de l'activité. Une situation qui semble inextricable. Si jusque-là, la maternité de Saint-Afrique est protégée par son emplacement géographique, elle aussi est de plus en plus menacée. Et comme d'autres maternités, il lui faudra d'autant plus lutter pour être rentable et espérer ainsi maintenir son activité. Et vous allez voir que pour trouver des fonds, certains établissements sont prêts à aller très loin. Des méthodes inavouables que nous avons découvertes lors de notre enquête. Des méthodes qui concernent de l'argent public et qui s'apparentent parfois à de la triche. Souvenez-vous à Marseille de Michel,
cet employé qui rentre chaque jour les actes médicaux et les codes correspondants. Un travail de fourmi très fastidieux, mais dont l'enjeu est primordial pour la maternité. Car la somme de toutes ces données enregistrées sur l'année permet de fixer le budget total de l'hôpital. La moindre erreur, le moindre oubli, c'est de l'argent en moins pour l'établissement. Bien maîtriser le codage de la T2A, c'est devenu crucial pour les maternités. Or, il existerait des techniques pour optimiser cet outil et faire grossir ainsi le budget de l'hôpital. Le sujet est tabou. Les maternités que nous avons contactées n'ont pas accepté d'en parler ouvertement. Mais lors de notre enquête, nous avons rencontré un directeur financier d'une grande maternité. C'est lui qui gère toutes les finances. Nous filmons notre entrevue en caméra cachée. Il nous confirme qu'il existe bien des astuces et techniques pour jongler avec la T2A. Il y a ce qu'on appelle l'optimisation du codage. Donc vous venez pour un accouchement, mais si derrière vous venez pour un accouchement et que vous avez de la fièvre, ça va peut-être coûter de 500, vous passez à 600 €. Et si on dit fièvre et accouchement et pas accouchement et fièvre, ça va peut-être donner ce qu'on appelle des case mix différents. En clair, il y a bien des ficelles qui permettent de se faire rembourser plus d'argent par la sécurité sociale. Et le plus surprenant, c'est que ceux qui maîtrisent au mieux ces techniques, ce sont des sociétés privées. Des sociétés d'audit spécialisées dans le codage, auxquelles les directeurs d'hôpitaux font appel pour tirer profit au maximum de la T2A. C'est souvent des anciens médecins de sociétés de cliniques privées. Du coup, ils proposent des conseils, ils prennent vos fichiers et ils vous disent au vu de l'année, ouais, vous avez codé 100 consultations, mais vous n'êtes pas rendu compte, dans ces 100 consultations, vous en avez 20 qui étaient la nuit. La nuit, vous avez le droit de majoration de nuit. Donc vous mettez la majoration de nuit. Non, mais ça, c'est. Pour nous, il y a des cabinets d'audit qui s'en foutent plein les poches pour ça. C'est optimiser le codage. Face à une exigence de rentabilité toujours plus forte, les hôpitaux ont de plus en plus recours à ces sociétés. Elles sont aujourd'hui une dizaine sur le marché. Elles s'appellent T2A Consultant, Maxime ou encore Altao. Leur technique pour réévaluer et optimiser le codage est autorisée pour récupérer un maximum d'argent avec la T2A. En revanche, il existerait d'autres méthodes, cette fois-ci plus douteuses, pour gonfler les recettes des hôpitaux. Nous avons rencontré une technicienne du codage qui a travaillé dans plusieurs hôpitaux. Et elle connaît bien toutes ces sociétés privées pour avoir collaboré avec elles. Elle a décidé de témoigner anonymement et de nous montrer les méthodes de certaines sociétés. Car pour elle, avec la T2A, cela irait parfois bien au-delà de la simple optimisation du codage. On voit de plus en plus souvent, je dirais, des boîtes privées qui viennent et qui rajoutent des codes qui influent bien évidemment sur la recette. C'est de la triche. On invente des pathologies pour gonfler la note. Et vous allez voir que facturer des actes médicaux qui n'ont jamais été réalisés, c'est d'une simplicité déconcertante. Notre témoin prend le cas d'une patiente qui a subi une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus. Cette fois-ci, on saisit notre acte. Le montant remboursé à l'hôpital sera de 2 933 €. Mais on peut faire gonfler la note en seulement quelques clics. On imagine maintenant que cette patiente, en plus, elle est diabétique. Ça va venir alourdir la prise en charge et notamment consommation de ressources supplémentaires. Donc c'est une information qu'on va rajouter. Et cette fois-ci, on monte à 4 198 €. On vient de prendre 1 200 € à peu près. On continue, on imagine cette pauvre patiente. Et là, cette fois-ci, je suis une boîte privée qui va être payée au pourcentage. Et je me dis que la pauvre dame a fait une infection urinaire, un escarre, mais avec un germe qu'elle a dû forcément attraper au bloc opératoire. Je groupe de nouveau. Et là, on est à 10 799 €. On peut inventer des pathologies, en rajouter pour avoir une recette au maximum, mais en mettant des informations complètement fausses et biaisées, effectivement. C'est possible. C'est une belle arnaque, avec de l'argent public, tant qu'à faire. Cette technique est ce que l'on appelle dans le jargon médical le surcodage. L'autorité en charge de surveiller et de détecter ces fraudes, ce sont les ARS, les agences régionales de santé. Mais à entendre notre témoin, certaines d'entre elles seraient laxistes.
il m'est arrivé quelques, on va dire, petits cas de figure un peu particuliers. Je faisais du recodage pour un établissement et le directeur des finances est venu me voir pendant mon boulot en me disant on a eu l'ARS au téléphone qui nous ont bien fait comprendre qu'ils ne viendront pas nous contrôler. Donc j'ai demandé oui et alors ? Ça veut dire indirectement que des pathologies sur lesquelles vous hésitez ou des symptômes, enfin des choses qui n'ont pas forcément été pris en charge, n'hésitez pas, vous pouvez les rajouter parce que de toute façon on n'aura pas de contrôle. Voilà. Donc, moi j'ai beau réfléchir, je me dis qu'en général les ARS sont dans le coup, oui. Sinon il y aurait beaucoup plus de contrôle que ça. Nous avons contacté les ARS pour avoir leur point de vue. À ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse. Une chose est sûre, c'est que ces pratiques sont connues des autorités, comme l'indique ce rapport de l'Inspection générale des finances, dans lequel elle s'inquiète de ces pratiques de surcodage. Différentes pratiques peuvent viser à améliorer la valorisation de l'activité, de la simple optimisation du codage au surcodage. Mais ces pratiques sont aujourd'hui totalement ignorées du grand public. Face à cette utilisation frauduleuse de l'argent du contribuable, certains ont décidé de s'insurger. Un médecin a fait éclater le scandale au grand jour. En Bretagne, dans la petite station balnéaire de Saint-Malo, depuis quelques mois, l'hôpital est au cœur d'une polémique. Une polémique lancée par le docteur Jean-Jacques Tanquerel. Il y a encore quelques mois, il était l'un des responsables du codage à l'hôpital de Saint-Malo. C'est aujourd'hui un scandale éthique et financier qu'il dénonce dans un livre, Le Serment d'Hippocrate. Il s'inquiète de cette course à la rentabilité dans les hôpitaux qui pousse certains établissements à des abus, comme le surcodage. Il dit d'ailleurs en avoir été témoin à l'hôpital de Saint-Malo, et cette pratique serait selon lui aujourd'hui encore dénoncée par d'autres de ses collègues. L'équipe dont j'avais la responsabilité est toujours en poste et a alerté la direction à plusieurs reprises sur une forte probabilité, on va dire, parce que tant qu'il n'y a pas de contrôle, on n'a pas de certitude, de surcodage. Mais ce qui choque encore plus Jean-Jacques Tanquerel, c'est que pour optimiser le codage, ces sociétés ont accès au dossier médical des patients. Une pratique qui, selon lui, ne serait pas compatible avec le secret médical auquel sont soumis les médecins. Des sociétés externes qui vont, pour assumer cette mission-là, ce travail-là, aller fouiller dans les dossiers des patients. Donc il y a toujours le risque qu'elles en fassent autre chose. On peut imaginer la revente à des laboratoires pharmaceutiques, à des assureurs, voire à des employeurs qui voudraient avoir des informations sur leurs employés, à des banquiers. Alors est-il normal que des sociétés privées aient accès aux dossiers médicaux des patients de l'hôpital public ? Nous avons contacté l'hôpital de Saint-Malo afin d'avoir son point de vue sur ces pratiques et les affirmations de Jean-Jacques Tanquerel. La direction a refusé toute interview. En revanche, la société d'audit à laquelle a fait appel l'hôpital a accepté de répondre à nos questions. Au siège, à Lille, nous avons rendez-vous avec le directeur de la société, Yannick Berton. Il confirme que pour optimiser le codage, sa société a accès aux dossiers médicaux. Et selon lui, cela n'a rien de choquant, puisque cela se fait avec l'accord de l'établissement et dans le cadre d'un contrat signé avec lui. On intervient dans des marchés publics. Un cahier des charges, une méthodologie. La volonté, c'est de regarder si ce qui est codé dans les bases de données correspond à ce qui est présent dans les dossiers patients. On répond à un cahier des charges, et le cahier des charges dit vous avez vérifié que la base de données correspond bien au dossier patient. Donc, besoin d'avoir accès au dossier patient. Quant aux accusations de surcodage, Yannick Berton les réfute totalement. Après, il faut prouver que je sors du cadre, et jusque-là, il y a des contrôles qui ont été faits, et on a toujours été dans le cadre, et on en met plus, justement, pour éviter de sortir du cadre. On met plus de réglementation en interne qu'il est demandé. Donc voilà, donc j'ai pas à rougir de ce que je fais, je me battrai pour défendre ce qui est fait par mes consultants, et voilà. Aujourd'hui, ni la société d'audit, ni l'hôpital de Saint-Malo n'ont été mis en cause. En revanche, le docteur Jean-Jacques Tanquerel est aujourd'hui en procès avec l'établissement. Écoutez, je suis assigné en référé suite à la parution de mon livre.
pour manquement au devoir de réserve, manquement au devoir de discrétion professionnelle et propos diffamatoires. L'hôpital a perdu en première instance et n'a pas fait appel.